Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct. Merci à nos invités que je vais présenter rapidement. Je suis Grégory Poincenet, cofondateur de Sorry Children avec Pierre Charrier qui est ici présent. Donc je vais animer cette première partie, Pierre s'occupera de vos questions dans la deuxième partie. N'hésitez pas à poser vos questions et à voter également pour les questions qui vous intéressent. Et on n'aura sûrement pas le temps d'aborder toutes les questions avec vous, mais on essaiera de prendre celles qui auront le plus de votes. Donc, on a avec nous 4 participants à notre campagne La Pire Excuse. Donc, La Pire Excuse, c'était une campagne photo sur les réseaux sociaux de street art qu'on a développée avec Joseph Elie. Avec chacun une expertise en particulier. Je vais vous présenter rapidement et vous pourrez bien sûr compléter. Donc, Stéphanie Gibaud, tout d'abord. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup d'être avec nous. Donc, tu es lanceur d'alerte ou lanceuse d'alerte. Je ne sais pas comment on dit exactement. Comment toi tu dis? Oui, on peut le mettre au féminin. Oui, lanceuse. On sait, ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas de mot et que ce mot signifie rien. Alors, il y a des gens qui appellent ça 10 heures de vérité. Alors, c'est assez punchy, mais au moins, dire la vérité, surtout en cette période-là, on entend beaucoup de contre-vérité. C'est assez intéressant parce que vous expliquerez tout à l'heure que la vérité, c'est pas facile. D'accord. Et donc, tu as écrit, entre autres, la traque des lanceurs d'alerte avec une préface de Julien Assange et la femme qui en disait trop, si je me trompe pas. Qui en savait vraiment trop. Qui en savait vraiment trop. On a Jean-Marc Gentil avec nous également. Bonjour Jean-Marc. Bonjour tout le monde. Tu es cofondateur de Darwin à Bordeaux et de la Suite du Monde qui a commencé au Bandia et qui s'étend notamment en France. Et auteur de Ne plus se mentir. Et si je ne m'abuse, tu viens de finir la suite qui sortira à la rentrée. C'est ça. C'est pas exactement la suite, mais c'est une prolongation, un prolongement de la réflexion que j'ai pu développer dans le cadre de cet ouvrage, donc Ne plus se mentir, ouais, effectivement. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous avons Laurent Hayé également qui est avec nous. Donc, tu es consultant en résilience, tu es le président d'Adrastia, que je te laisserai présenter si tu le souhaites après, et co-coordinateur de l'ouvrage Collapsus, où d'ailleurs Jean-Marc est sur une partie. Bonjour Laurent, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à tous. Et enfin, nous avons Anthony Brault. Bonjour Anthony. Salut. Tu es socio-analyste, formateur en éducation populaire et conférencier gesticulant, si je ne me trompe pas. Donc, bonjour à vous tous, merci d'être là. On va d'abord commencer chacun. Je vais vous demander comment ce moment particulier influence la pire excuse que vous avez partagée dans notre campagne et je vais les afficher en même temps. Stéphanie, si tu veux bien, on peut commencer par toi et je vais mettre ta pire excuse. Là, il faudrait… Pierre, est-ce que tu peux quitter la vidéo puisque je n'arrive pas à partager mon écran? Oui. Allez, je disparais pour l'instant. À tout à l'heure, merci. Hop. Voilà. Tu étais très occupé. J'étais très occupée, oui. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier parce que j'ai trouvé que c'était absolument génial ce que vous aviez fait. Parce que pour le coup, ça a interpellé dans la mesure où on était tous des figurants qui arrivions tous de milieux excessivement différents. Donc, ça a eu le mérite d'interpeller. Donc, bravo à vous. Merci. Alors, oui, j'étais trop occupée et j'avais choisi cette phrase parce que l'un de mes fils me le reprochait beaucoup. Quand il me posait une question, je lui dis écoute, attends, je suis trop occupée parce qu'avec mon histoire, forcément, j'ai vraiment malheureusement pas eu beaucoup de temps ces 12 dernières années. Donc là, dans le cadre du confinement, forcément, il y a un ralentissement puisque une circulation qui est quasiment interdite, on est assigné à résidence. Donc, il y a forcément un ralentissement au niveau des activités, au niveau de la vie, au niveau de la vie professionnelle, forcément. On est moins occupé. Donc, moins occupé à des choses futiles ou des choses professionnelles. Donc, oui, cette excuse, quelque part,
permet en tout cas de se poser là. Voilà. Le temps file, il file un peu moins vite quand même. Là, hein. En effet. Merci beaucoup Stéphanie. Jean-Marc, donc on était avec toi sur une excuse. Alors attends, pardon. Je vais la remettre. Je vais la relancer. Ça a planté. Tu te souviens de ta pire excuse, hein, je pense? Je m'en souviens, ouais. Je pense pas forcément dans le libellé exact. Alors attends, je suis en train de la relancer. Je me la rappeler, effectivement, du coup. Ça concernait en gros la non-violence. Je vais la remettre tout de suite. Ouais. Effectivement, ça c'est un sujet qui me taraude depuis pas mal de temps, que j'ai en partie développé dans Ne plus se mentir et qui a quand même beaucoup clivé la communauté écolo ces derniers temps, à savoir les tactiques, les stratégies, les méthodes d'action les plus efficaces pour répondre à cette violence institutionnalisée, à laquelle on doit faire face aujourd'hui, qu'elle s'exprime dans les abattoirs, dans les manifestations, ou plus globalement dans un capitalisme débridé. On est quand même face à une machine de guerre, face à laquelle j'ai quand même le sentiment qu'on est extraordinairement docile et que, encore davantage qu'être docile, on revendique une non-violence dogmatique comme une vertu morale suprême dans laquelle on se drape de façon un peu narcissique et qui nous empêche peut-être de développer des formes de réponse, de contre-violence qui, à mes yeux, pourraient être à même, on va dire, de ralentir cette machine folle contre laquelle on est tous sidérés par la violence qu'elle développe. Donc, effectivement, sur cette pire excuse, on m'avait dit que la non-violence, ça marcherait, parce qu'effectivement, on a été bombardé dans le milieu écolo ces dernières années et depuis pas mal de temps d'un discours systématiquement centré autour de la nécessité d'une démarche non violente comme vertu suprême et réponse absolue face à ce à quoi on avait à faire face, justement. Et ça m'a toujours questionné, ça m'a toujours interpellé, jusqu'à récemment, ou relativement récemment, où j'ai découvert les réflexions anarchistes de Peter Gelderloos notamment, mais pas que, et que je me suis intéressé aux différentes formes de lutte qui ont été menées dans le passé, et j'ai pu réaliser à quel point une partie de l'histoire avait été falsifiée pour faire paraître ces idées de non-violence comme étant celles qui nécessairement étaient les plus souhaitables. Or, je pense qu'une lecture possible de ça, c'est aussi de considérer que ces formes de non-violence revendiquées par la plupart sont une bonne façon de nous garder inoffensifs par rapport à un système extraordinairement prédateur et destructeur. Donc, je pense qu'on a intérêt aujourd'hui à entamer une réflexion sur ce sujet-là, non pas résoudre une question philosophique qui existe depuis la nuit des temps, hein, la fin justifie-t-elle les moyens? Toute forme de violence est-elle justifiable aujourd'hui? Est-ce qu'on n'aggrave pas la situation en la promouvant? C'est pas l'objet. Je suis pas en train de dire qu'il faut absolument faire n'importe quoi et propager le chaos, mais je suis en train de réfléchir à la façon dont, face à des dispositifs extraordinairement destructeurs, la manière qu'on a d'y répondre. Je pense que tout le monde n'est pas en mesure de développer des formes d'agressivité ou de contre-violence qui soient proportionnées. En revanche, dès lors que certains s'y collent et ont le courage de le faire de façon intelligente, ciblée et coordonnée, on n'a pas de raison non plus, en tant que militant écolo, de les dénoncer, de les dénigrer, de considérer que ces formes d'action sont néfastes. Je crois qu'on a besoin d'ouvrir aujourd'hui notre réflexion à des formes de tactiques qui sont multiples. Je ne suis pas le seul à le dire, il y en a pas mal qui l'ont théorisé. Et voilà en gros ce que voulait dire cette phrase-là. Et si je peux me permettre de conclure cette brève réflexion par une phrase que j'avais isolée dans mon bouquin de la part de Stephen Best, qui était maître de conférence en philosophie à l'Université du Texas, et qui s'exprimait sur ces sujets à propos de l'horreur des abattoirs. Il disait, et je vous lis cette phrase qui est relativement courte, « Il nous faut embrasser les politiques militantes les plus dénuées de compromis
Pour arrêter ces machines de guerre totale, tous les moyens à notre disposition devront être employés, de l'éducation à l'agitation, du sabotage à la libération et de la légitime défense par extension à la guérilla. Autrement, si l'intensité de notre défense de la vie n'égale pas la férocité de l'assaut qui lui est porté, nous permettrons la croissance exponentielle d'une violence encore plus considérable jusqu'à ce que la Terre, jadis grouillante de vie, devienne un cimetière de masse, une terre dévastée, un paysage de ruines fumantes. Et lorsqu'il sera trop tard, les malheureux survivants saisiront ce que les radicaux avaient tenté de leur communiquer, ce à quoi la logique de croissance et le capitalisme auront finalement œuvré, l'échec colossal de la vision et de la volonté humaine et la complicité du pacifisme à la plus grande des violences. Voilà, je crois que c'est un texte assez fort qui est bien ce qu'il veut dire et qui nous amène à réfléchir sur cette question du pacifisme à tout va, qui dans certains cas, et actuellement, lorsqu'on voit par exemple, je le lisais encore aujourd'hui, que le Brésil est en train de déforester de façon accélérée à la faveur de la crise du Covid et qu'on a 30% de plus de déforestation par rapport à 2019. C'est pas une convention citoyenne, c'est pas des lois choisies de façon pseudo-démocratique, c'est pas des pétitions sur Internet, c'est pas des marches pacifiques dans nos rues qui changeront quoi que ce soit à cet état de fait. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on réfléchisse à d'autres formes d'action qui soient proportionnées à la violence qu'on nous porte. D'accord. Donc ce moment de confinement nous invite à réfléchir pour toi davantage à… Celui-là ou d'autres, mais je pense que ça fait un bout de temps qu'on tourne en boucle sur les mêmes réflexions, que les mêmes solutions sont apportées avec des résultats aussi inefficaces que dans les 40 ou 50 dernières années. On n'a jamais autant détruit l'environnement que depuis qu'on prétend le défendre. Et donc, je crois qu'il serait temps de se poser d'autres questions. Et il y a des formes d'action que j'aime bien, que je trouve relativement en phase avec l'idée que j'aimerais développer ici. Et même si j'enfonce une porte ouverte, c'est par exemple celle d'une ONG, les méthodes d'une ONG comme Sea Shepherd, qui ose avoir le courage de s'interposer physiquement face à des baleiniers qui, effectivement, sans cet harcèlement physique de la flotte de Sea Shepherd, auraient continué sans aucun obstacle à vider les grands cétacés des mers arctiques et des mers du Sud, indépendamment des engagements qu'ils avaient pris ou des accords internationaux auxquels ils étaient censés répondre. Voilà. Donc je crois qu'il y a une réflexion importante à avoir dans la communauté écolo sur ce sujet, qui n'est pas simple évidemment, dans la mesure où l'arsenal répressif est également extraordinairement puissant et qu'il nous expose à des formes d'oppression qui sont peut-être encore décuplées si on ose réagir. Mais je crois que c'est aussi une question de dignité et c'est aussi une question, je dirais, d'avoir fait ce qu'on pensait nécessaire. Enfin, grand débat, facile à dire, un peu moins à faire. Bon, on va creuser après. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Marc. Laurent, ta pire excuse, je la mets là. La voici. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce que ce moment influence? Comment ça l'impacte? C'est une vieille excuse qui arrive de l'enfance. Pourquoi je devrais faire plus que ce que visiblement personne ne veut faire? Quand j'étais gamin, j'étais assez solitaire. Je vivais dans un HLM de Seine-Saint-Denis. La télévision était ma seule lucarne sur le monde. Je regardais Caméra au point de Christian Zuber. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ou si je suis un vieux brontosaure. Et il présentait, par exemple, à la fin d'une émission, je me rappellerai toute ma vie, une main de gorille empaillée en disant voilà ce qu'on fait des gorilles qu'on abat, des cendriers. À l'époque, je lisais la littérature concentrationnaire et c'était pas vraiment une littérature de mon âge. Et je me disais que, franchement, l'être humain ne méritait pas qu'on s'intéresse à lui. Aujourd'hui, eh bien, j'essaye de mettre un peu de cohérence dans ma vie et j'observe le monde et je vois des choses assez comme toujours. C'est un combat. Je vois d'un côté des gens qui se précipitent pour essayer de nous faire reprendre le travail et repédaler dans le système pour que vite, on continue à faire monter par nos coups de pédale l'élévateur qui emmène certains pharaons au ciel. Ils sont plus qu'une dizaine maintenant à posséder autant que la moitié de l'humanité, et puis le reste en bas de la pyramide qui sont noyés sous l'eau
avec de l'eau, si ce n'est autre chose, jusqu'au cou, et qui n'ont plus qu'une seule obsession, c'est de garder la tête haute. Et je me dis que ceux-là se battent pour leur vie, se battent pour leur vie de leurs enfants, et malgré tout, j'ai quand même toujours envie de me bagarrer pour eux. Voilà. Donc, je suis mi-figue, mi-raisin, quoi. Ah, on a perdu Laurent. Non. Bon, on va Non. revenir de toute façon. Tu es là? Moi, je suis là, je me vois. Vous me voyez? Ah ouais. Je te vois. Ouais. Bon. Alors, moi, je ne te vois plus, mais ça doit être mon ordinateur. Anthony, alors, ta pire excuse, la voici. Qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ce moment très particulier qu'on vit? Par rapport à ce moment très particulier, cette excuse, je l'ai mis comme une blague qui n'en est pas une forme de mauvaise foi dans ce milieu collapsologue. Parce que l'effondrement, comment dire, il y a ceux qui le vivent et il y a ceux qui en vivent. Et c'est toujours questionnant comme posture. Dans ce moment-là, moi en tout cas, je ne peux plus vraiment en vivre d'annoncer la catastrophe pour deux raisons. C'est qu'on ne peut plus y aller, et puis que là, les gens, ils sont au courant, quoi, tu vois. Qu'est-ce que je peux dire de ça? Que la question, c'est plus vraiment de se demander comment se préparer ou je sais pas quoi. On va être dans l'action, là, maintenant, on va y être, dans ces rapports de force qui vont prendre un virage en tournant, quoi. Bon, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, mais se faire peur avec l'avenir. Je pense que c'est pas fini, hein. Il y a y compris dans ce qui se passe en ce moment, mais je le vis moi aussi, quoi. Moi, je sais pas quoi dire par rapport en ce moment. Moi, je pense que je me sens spectateur. Le confinement fait que c'est hyper difficile de se sentir relié ou d'inventer quoi que ce soit. Je me sens dans une sorte de parenthèse, quoi. Je vois bien, moi aussi, tous les messages qui appellent à dire faut pas se laisser faire, faut s'organiser. Moi, je me sens complètement spectateur et impuissant pendant ce confinement. Je trouve que ça ramène à vivre ce que je disais dans mes conférences autour de la collapsologie, qui est de comment on fait avec l'incertitude, quoi. Comment on fait quand on ne sait absolument pas de quoi sera fait le futur. C'est pas nouveau, hein. On n'a jamais vraiment su quel serait notre futur, mais en tout cas, on a bien un sentiment que l'incertitude augmente grandement, quoi. Les lendemains sont plus incertains que jamais. Bon, alors comment on vit ça, comment on traverse ça, comment on se laisse pas abattre, comment on s'organise, tout ça. Voilà. Donc, je trouve que c'est plus facile d'en vivre que de le vivre. Voilà ce que je voulais dire avec cette excuse. Ok, nickel. Merci beaucoup. On va passer au débat maintenant, si vous le voulez bien. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on est en train de vivre pour vous en ce moment-là? Est-ce que c'est un épiphénomène? Est-ce que c'est un mouvement de panique général par rapport à un événement qui n'est pas extrêmement grave parce que malgré la propagation, le nombre de morts, le virus n'est pas un virus extrêmement létal. Ou est-ce que c'est un moment de transformation vraiment profond pour vous? Vers où ça peut aller? Donc on va essayer de s'extraire un petit peu de toute la masse d'informations qu'il y a sur le nombre de morts, sur le nombre de lits, sur le nombre de masques et essayer de prendre un petit peu de recul dans la mesure du possible, sachant qu'on est dans l'œil du cyclone et que c'est pas facile de voir le paysage autour. Mais qu'est-ce qui se passe un petit peu? Et après, à la rigueur, on verra quels enseignements on peut en tirer pour les combats qu'on mène depuis des années pour certains. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Moi, ce que j'ai remarqué, je peux ouvrir le bal, mais ce que j'ai remarqué, enfin, ceux qui ne me connaissent pas, donc j'explique en deux mots. Moi, j'ai dénoncé il y a 12 ans les dysfonctionnements en matière d'évasion fiscale de la banque suisse UBS. Donc, depuis 12 ans, j'ai vécu à titre personnel un effondrement à tous les niveaux, professionnel, familial, enfin tout ce qui fait une vie, c'est-à-dire qu'on se retrouve à la fois sans projet, à la fois seul, à la fois complètement perdu. Et puis le pire, c'est que ça dure, parce que ça fait 12 ans. Et que j'ai remarqué qu'un effondrement tout seul, ça n'intéresse personne. Là, ce qui se passe, c'est que finalement, c'est beaucoup de monde, puisque c'est la moitié de la planète qui est confinée ou presque. Et que je trouve qu'un effondrement, mon analyse, c'est qu'un effondrement de groupe, d'une population, d'un pays, de la planète, c'est différent.
Alors là, c'est pas un effondrement comme moi j'ai eu ou comme d'autres lanceurs d'alerte ont eu, avec tout où tout s'arrête d'une violence inouïe. Là, c'est petit à petit, c'est-à-dire que d'un côté, il y a un effondrement des libertés civiles, puisqu'on ne peut plus circuler comme on a envie. De l'autre côté, il y a un effondrement du lien social, puisque jusqu'à un nouvel ordre, on ne pouvait plus aller visiter les personnes âgées dans les EHPAD, etc., etc. Excusez-moi, il y a ma chienne qui est prête à aboyer, alors je la tiens en même temps. Ensuite, pour les plus précaires notamment, il y a un effondrement professionnel. Vous n'êtes pas sans savoir que les femmes de ménage, entre autres, sont des gens qui travaillaient, qui n'étaient pas forcément déclarés. Donc tous ces gens-là, ce sont les premiers à subir de plein fouet ce corona, enfin ce confinement. Et puis je pense que les gens commencent petit à petit. Alors, c'est certainement votre auditoire, mais bien au-delà de ça, c'est-à-dire la classe moyenne qui ne se posait pas de questions jusqu'à présent, commence à s'en poser parce que là, au niveau médiatique, on a une espèce d'effondrement, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est très, très anxiogène, il y a des contradictions qui sont absolument délirantes. Enfin, écoutez, si c'était pas aussi grave, ce serait très, très drôle et on pourrait en faire... c'est pire que les guignols de l'info, hein, c'est-à-dire que là, on a vraiment des gens qui nous disent et qui nous racontent n'importe quoi. Oui, il y a un effondrement médiatique parce que c'est des discours interminables sur les chaînes de télé, sur des sujets complètement délirants, avec des soi-disant experts qui sont experts de rien du tout. Alors moi, ce que je pense, c'est que là, on a donné une lumière aux Français en leur disant on va déconfiner à partir du 11 mai, c'est-à-dire dans 3 semaines, donc ça donne un espoir aux gens, pour la majorité d'entre eux, que la vie va reprendre comme avant. Moi, vu de ma fenêtre, je pense que ça ne va pas être le cas parce qu'on va encore avoir un cafouillage, on dit ça, un cafouillage, enfin un bazar, une dissonance absolue entre ceux qui prennent des décisions et ceux qui, au quotidien, finalement, les subissent. Ce que je réalise, ce dont je me rends compte, c'est que l'exécutif est à des milliards d'années-lumière des citoyens. On l'avait vécu, nous, à titre personnel, puisque je vous rappelle que Michel Sapin, ministre des Finances, avait fait passer il y a 3 ans et demi sa loi Sapin pour protéger les lanceurs d'alerte et pour lutter contre la fraude fiscale et contre la corruption, et qu'en fait, aucun lanceur d'alerte ne rentre dans une loi cadre. Donc, en gros, ce sont des subterfuges pour que tout continue. Donc, pour résumer, et puis pour vous laisser la parole, moi je pense qu'à la fois il va y avoir une prise de conscience et il va y avoir un effondrement qui va être pire. Alors, est-ce qu'il va être économique, financier, économique et financier et écologique et médiatique, etc., etc. Et que tout ça, ça fait que tout le monde va se retrouver un petit peu perdu, même complètement perdu, et qu'il va falloir reconstruire. Alors, qui va être là pour reconstruire? Je pense que nos trois collapsologues seront bien plus à même d'expliquer comment eux voient la chose. Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de panique, je pense qu'il va y avoir beaucoup de peur et qu'il va falloir justement des guides, en tout cas, il y a des gens pour rassurer cet effondrement. Moi, je l'ai vécu à titre personnel, effectivement, quand on a l'impression d'être sur une coquille de noix au milieu de l'océan, c'est pas facile. Alors peut-être que là, comme ça va être des paquebots entiers au milieu de l'océan, ça va peut-être être différent. Est-ce qu'un de nos 3 collapsologues veut réagir? C'est quoi le nom du paquebot? J'espère que c'est pas Titanic, parce que ça a mal fini. Moi, ce que je pourrais ajouter à tout ça, qui est très vrai, d'abord, c'est que les collapsologues n'ont pas de réponse, puisque la réponse est dans la question. Hein. Si on dit collapse, c'est que ce qu'on connaît n'existe pas. Ça a changé, en tout cas. J'ai ramené plein de bouquins. Il paraît qu'il faut donner des devoirs. Alors, moi, je conseille à tout le monde ce vieux livre de 1986 de monsieur Joseph Tenter, qui est un archéologue, donc un scientifique, qui essayait d'étudier la question des effondrements des sociétés complexes et qui arrive à la conclusion que les sociétés s'effondrent lorsque les rendements
que dégage une société décroisse au point qu'il ne paye plus les coûts de structure de la société. Donc là, on est face à un événement qui va bousculer très 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 fortement le modèle, peut-être au point de faire trébucher suffisamment de dominos pour qu'on parte dans la longue série tant prophétisée par les uns et par les autres et qui nous amènerait à plus ou moins longue échéance. On peut parler de déclin, on peut parler d'effondrement, tout ça c'est une question de focale et est-ce qu'on regarde les choses sur un siècle, 1000 ans ou une ère géologique, au fond ça ne changera pas grand-chose. Enfin, je préfère un effondrement sur 4 générations que sur une demi-heure, c'est quand même un peu moins intense. Et donc, soit on fait tomber les dominos, soit on arrive à retenir ce domino-là qui est bien branlant. Mais pour ça, on va dépenser une énergie folle et on va rentrer dans des coûts supplémentaires. C'est-à-dire que pour obtenir la même chose, il faudra dépenser plus. Plus d'énergie, plus d'attention, plus de complexité, plus d'organisation, plus. Et pour faire la même chose avec plus, c'est qu'en fait, on fait moins. Et ça veut dire qu'au prochain choc, parce que constamment, toute vie, toute existence est confrontée à une réalité qui nous teste, que ce soit nous en tant qu'individus. Stéphanie vient de nous donner un exemple de sa propre existence. Elle a été testée par la réalité. On est tous testés, que ce soit par une maladie, une perte, et on est plus ou moins solide sur nos jambes. Et ben la société aura moins d'énergie puisqu'elle consacrera plus à résister aux pandémies, si on prend la chose au sérieux. Et si on ne prend pas la chose au sérieux, la prochaine pandémie fera au minimum la même chose que ce qu'on a fait. Donc c'est un peu comme si on jouait à la roulette russe. Là, toute notre civilisation, on va faire tourner le barillet. Là, on va voir ce que ça va nous donner, quelles blessures on va avoir de tout ça. Mais il faut pas se leurrer, il y aura d'autres étapes. Donc même si on s'en sort très bien, on aura consommé des ressources et on consommera en façon permanente pour maintenir notre société, pour rester debout, et ça nous rendra moins solides pour la fois suivante. On est dans un contexte de descente énergétique, de descente des ressources. Je pense que Jean-Marc nous en parlera très bien. Et donc, il va falloir qu'on s'habitue à cette idée. Il y a des idées, on peut les développer, mais d'abord, il faut faire ce constat. Et je pense que la première des actions, c'est d'admettre ça. Peut-être dire ne plus se mentir. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Jean-Marc. Je pense que Stéphanie voulait dire quelque chose auparavant, non? Oui, je voulais dire quelque chose pour rebondir, juste pour fermer ce que je disais, c'est-à-dire qu'en fait là, il y a des petits effondrements, je ne sais pas comment on peut appeler, c'est des effondrements par catégorie. Quand je disais, il y a un effondrement au niveau de la croyance médiatique, un effondrement professionnel pour certains, un effondrement des libertés civiles là, pour une petite période. Mais il n'y a pas un effondrement qui, à mon avis, est celui qui tient tout le reste, qui est l'effondrement de la confiance dans les autorités, dans les croyances qu'on peut avoir aux décideurs politiques, économiques, financiers, ONG internationales, etc., etc. Je pense que le jour où il ne va plus y avoir de confiance et de croyance là-dedans, là, ça va être. Ouais. Il y a pas mal de gens sur les ronds-points à une époque, il y a récemment encore, qui avaient l'air de plus trop avoir confiance. Oui, mais justement, je pense que ce que dit... Et on attend de voir comment ça va pouvoir se réorganiser. Parce que justement, quand on parlait de non-violence tout à l'heure, là, pour le coup, la violence, ils l'ont pris quand même un peu comme nous. Vous voyez, moi, ça n'a pas été de la violence physique, c'était psychologique, c'était financier, ça a été familial, ça a été les enfants, ça a été plein de choses. À part, ils ne nous ont pas tapé dessus. On n'a pas perdu de main ou d'œil, mais finalement, c'est les mêmes actions, c'est-à-dire une répression dès qu'on ose avoir une vision différente. Ouais, moi, je trouve que c'est effectivement assez significatif. À chaque crise, et de plus en plus, de façon de plus en plus évidente, on perçoit effectivement, je dirais pas l'incurie du pouvoir, mais en tout cas les intérêts qu'il sert. Ça a été flagrant évidemment pendant la crise des Gilets jaunes. On le voit aujourd'hui avec des plans de relance sans contrepartie vers des grandes multinationales, sans tomber dans l'anticapitalisme primaire. Il y a quand même des directions qui sont de plus en plus nettes. Il y a quand même des choix qui sont de moins en moins contestables quand on les voit se faire. Et il y a des écrans de fumée qui sont en train de s'évaporer et on commence à voir de plus en plus clairement les choses telles qu'elles sont et la nature du pouvoir et des systèmes de domination qui nous soumettent. Ça, je crois que c'est des choses qui ont des vertus
pour imaginer que les choses puissent à un moment donné entraîner un changement, une bascule ou quelle que soit la façon dont on l'appelle. Et c'est aussi vertigineusement flippant parce qu'on est quand même dans un cadre assez confortable où il y a encore un état de droit malgré tout qui préserve un certain nombre d'équilibres, si on peut l'appeler comme ça, et la perspective que tout ça s'effondre, puisque c'est peut-être l'issue finale de ces délitements successifs, c'est qu'effectivement on soit finalement dans une forme de chaos où chacun soit plus ou moins livré à lui-même. Donc c'est vrai, quand on prend la mesure de ce risque-là, relativement flippant, et je pense que quelle que soit la position qu'on peut avoir dans la société, pour la majorité d'entre nous, c'est des choses qui sont pas sécurisantes du tout. Voilà. Au-delà de ça, je rebondis sur ce que tu disais, Grégory. Ce que je trouve intéressant par rapport à la crise qu'on vit aujourd'hui, c'est que on pensait que cette phase d'effondrement, enfin, je sais pas si c'est le mot qu'il faut employer, en tout cas, cette crise qui va ébranler notre société, on a souvent cru, nous, dans notre petit réseau de collapso, que ça viendrait de problématiques essentiellement énergétiques. Ça dominait énormément nos réflexions, nos théories, nos scénarios, et on imaginait que effectivement la descente énergétique inéluctable de toute façon arriverait et que finalement on allait voir ce qu'on allait voir de ce point de vue-là avec des crises successives, avec ce dénominateur commun qui était les problématiques d'énergie. Or, c'est venu d'un endroit un peu différent, qui est celui de notre rapport au vivant, comme on dit, aux écosystèmes, à la nature, ou quel que soit le thème que vous préférez. En tout cas, on voit bien de quoi on parle. C'est qu'effectivement, on se prend comme en pleine gueule, comme un boomerang, la façon dont on a détruit, saccagé, maltraité, exploité, asservi les animaux. Parce que finalement, c'est ça la cause. C'est la façon dont on a d'abord domestiqué, puis détruit les habitats de ces autres êtres vivants à qui on laisse si peu de place aujourd'hui et qui, sans vouloir volontairement se venger, finalement nous transmettent des pathogènes inéluctablement parce qu'on fait tout pour, tout simplement. Et la cause des causes de tout ça, c'est pas simplement cette destruction de l'université, c'est pas simplement cette domestication extraordinairement cruelle qu'on inflige à des êtres vulnérables, mais c'est notre insatiable appétit de viande qui n'a rien aujourd'hui d'obligatoire, qui est absolument facultatif, qui est dispensable, mais qu'on ne cesse d'amplifier d'année en année et qui aboutit finalement à nous tuer à petit feu. Et ce que disait Stéphanie sur ces subterfuges qui jusqu'à présent essayent de nous masquer un certain nombre de réalités, ils sont en train de tomber aussi sur ce volet-là, c'est-à-dire qu'on voit à quel point on est interdépendant avec les autres êtres vivants qui partagent cette planète et à quel point nos attitudes absolument irresponsables et les comportements que chacun d'entre nous, au-delà du système général dans lequel on est contribuent à amplifier, suscitent des crises qui sont parfaitement évitables. Donc c'est aussi une leçon qu'on doit méditer et qui, je l'espère, sera intégrée par un maximum de gens. On peut en douter quand on voit les queues dans les McDo, hein, mais en tout cas, je crois qu'il y a une réflexion que de plus en plus de gens ont actuellement, et c'est ce qui me donne un peu de joie. Ce type de réflexion sont celles qui, à mon sens, progressent le plus vite et qui seront salutaires pour demain. Je vais juste interrompre une seconde et après je vous promets je ne parle plus. Moi je me suis demandé pourquoi j'avais autant changé. Par exemple, je ne suis pas écolo entre guillemets, mais je ne mange plus de viande depuis 4 ans ou 5 ans du tout. Et pourquoi Eh bien justement. C'est quoi tes raisons? Eh bien voilà, je vais en parler. C'est-à-dire que c'est toute la conversation qu'on vient d'avoir, c'est-à-dire sur les prises de conscience et sur la confiance. Vous voyez, la confiance qu'on a dans nos élites politiques, intellectuelles, financières, etc., etc. Et qu'en fait, à partir du moment où il y a un effondrement des croyances, vous parlez de Michel Sapin tout à l'heure, mais on peut parler de tant d'autres, eh bien, il y a toute une remise en question. C'est comme quand vous rebootez un ordinateur, quoi, quelque part. Et qu'en fait, moi, j'y ai beaucoup réfléchi parce que je suis toute seule depuis des années. Hein, la seule personne à qui je parle, c'est ma chienne. C'est que justement, on ne peut sortir du cadre, on ne peut penser autrement que quand on n'est plus dans des habitudes, dans des schémas
qui sont ceux de là où on a grandi ou de tout ce qu'on a connu avant. Donc, pour que ces schémas changent, il faut un choc, il faut une rupture. Alors, est-ce que ça va venir de cet effondrement dans les croyances ? Je ne sais pas, mais je pense que parce qu'il y a une dame, je crois, là, j'ai vu passer, je crois que c'est quelqu'un qui s'appelle Bérangère, j'ai vu passer une question qui disait, mais comment est-ce qu'on peut réveiller les gens ? Moi, j'ai fait beaucoup de vidéos où je disais aux gens, réveillez-vous, réveillez-vous. Puis en fait, ça ne marche pas. Nos exemples, finalement, ne servent pas. On fait juste pleurer 5 minutes en disant, bah oui, ma pauvre dame, ce qui vous est arrivé, c'est terrible. Mais puis c'est terminé, après on passe à autre chose. C'est-à-dire que l'exemple des autres ne sert pas. Donc comment est-ce qu'on fait collectivement pour changer? Et moi je pense qu'il n'y a pas quelque chose qui va arriver comme ça et qui va permettre à tout le monde de se mettre à réfléchir. Le confinement, ça pourrait servir à ça finalement, que les gens lisent, que les gens se cultivent, que les gens prennent du temps pour réfléchir à leurs conditions, à leur avenir, à leur vie professionnelle. Puis en fait, voilà, on doit être à peut-être 7, 8, 10, 12, 30%, je ne sais pas. Mais c'est certain que ce n'est pas la totalité, parce que la moitié des gens pensent que la vie va repartir comme avant à partir du 11 mai. Voilà, je vous laisse maintenant. Anthony, toi, avec ton parcours d'éducation populaire, est-ce que le fait d'éduquer, en effet, provoque une réaction, une transformation des gens ? Est-ce que tu penses que ce moment-là peut faire basculer des choses ? Moi, j'ai l'impression que c'est un moment qui s'inscrit dans un déclin, effectivement. Je ne sais pas quel événement les historiens au XXIe siècle choisiront pour dater le début du déclin. Ce qu'on appelle l'effondrement, pour moi, ça reste quand même plutôt que le déclin des grandes puissances occidentales. Là, le confinement, c'est tragique parce que ça condamne à la famine, disons, des gens pour qui le salaire est journalier au black, quoi. Donc, ça en fait un événement planétaire. Ça, c'est sûr que ça va changer quelque chose, qu'un événement soit partagé par l'humanité tout entière. C'est sans doute le premier. Mais voilà, tout le monde a déjà vu plein de trucs là-dessus. On pourrait dire que ça a commencé en 2006 avec le pic de pétrole. On pourrait dire c'est 2008 et la crise des subprimes. On pourrait dire, bah celui-là il est plus fort. Mais j'ai l'impression que mon intuition, voilà, c'est que depuis déjà quelques années et pour encore longtemps, la situation sera toujours exceptionnelle. Je pense que l'année prochaine, on va avoir des plans exceptionnels sur l'éducation, sur la santé, qui peut-être seront plutôt de gauche par rapport à ce qu'on aurait pu attendre de Macron ou de ce genre de gouvernement. Mais il y aura peut-être aussi des plans migration, des plans, je sais pas quoi, des plans. Le MEDEF veut qu'on travaille plus pour récupérer la croissance. Bon, effectivement, je suis d'accord que ça dévoile plus clairement des rapports de force et que les changements vont être de plus en plus forts. Voilà. Et donc, sans doute que peu importe les bords politiques qui vont devoir diriger ou inventer le monde d'après, les contestations seront d'autant plus violentes, les choix d'autant plus radicaux, d'un bord comme de l'autre, et que voilà, ça va. On est qu'au début, pour moi, d'une longue phase. Ça va pas jouer il n'y aura pas un moment qui va s'effondrer d'un coup, quoi. Je pense, je sais pas, si je dois donner des réalités concrètes, moi j'ai l'impression que l'avenir, c'est qu'on va se retrouver dans des économies qui vont ressembler à l'Afrique de l'Ouest. On va réparer nos vieilles bagnoles. En fait, pour moi, l'avenir, ça va pas être de se balader à cheval, à Paris-Cocher et tous ceux qui ont ce genre de moyens. Ça va plutôt être de réparer nos vieilles bagnoles et de les faire durer encore et encore, peu importe qu'elles polluent ou pas, quoi. Donc, je pense qu'au quotidien, c'est ce vers quoi on va se diriger et ça va pas se faire en une fois ou deux. Donc, l'effondrement, ça va être quand ça va être son tour à soi. C'est-à-dire quand soi-même, on va se retrouver au chômage et qu'on va devoir changer de métier, de carrière parce que notre boulot intellectuel ou tertiaire n'aura plus de viabilité dans ce monde-là. Bon, bah, mais tant que ça ne nous concernera pas, on n'aura pas l'impression que le monde va s'effondrer, on aura l'impression que le monde va continuer comme avant. Il faut imaginer qu'en 2008, quand Lehman Brothers s'effondre, il y a à l'époque, à cause de la crise des subprimes, des milliers d'Américains qui se retrouvent à dormir dans des tentes quechua sur des campings. Bon, bah, je pense que pour eux, l'effondrement, c'était 2008, quoi. Et pour ceux de la banque d'à côté, bon, bah, non, le monde continue comme avant. Sauf qu'à force, le jour où il y aura ton papa, ton cousin, ton voisin, qui sera au chômage, qui se mettra à faire des petits boulots,
Bon, bah là, du coup, on va se sentir concerné. Donc, est-ce que ça va s'accélérer? Je sais pas, moi, je pense que ça va durer quelques dizaines d'années comme ça. Et que cet événement-là, on peut le trouver pas extrêmement violent. Moi, j'ai l'impression qu'il y en aura d'autres tout aussi violents. C'est vrai qu'on ne savait pas de quel côté ça allait venir. On imaginait plutôt énergétique, mais on y est aussi. En fait, là, c'est l'actualité qui met la focale sur l'aspect sanitaire. Mais actuellement, en parallèle, enfin, vous le savez sans doute si vous lisez des infos, mais le baril de pétrole avait un coût négatif hier. Il y a une guerre commerciale sans précédent dans l'histoire entre l'Arabie Saoudite, la Russie, les États-Unis sur l'énergie. Et en parallèle, il y a beaucoup d'autres crises qui se jouent. Donc, est-ce que c'est le Covid qui fera déclencheur? Sans doute, mais il y en a eu d'autres avant des déclencheurs. Il y en aura d'autres après. On est dans une histoire, quoi. On peut en tirer quoi, d'après vous, comme enseignement, là? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a une réaction massive, très rapide, imposée par les États, hein, donc ce confinement. Et globalement, moi, mon analyse, mais elle est peut-être complètement à côté de la plaque, hein, je pense que le problème est assez simple à régler. C'est un virus, on confine, on vaccine, on se protège. Voilà, c'est pas une érosion globale de la biodiversité, c'est pas un dérèglement climatique qui impose un changement radical de l'économie. C'est un problème assez simple, j'ai l'impression. C'est un problème qui nous touche, nous, aujourd'hui, nos proches. Donc, on réagit comme ça. Il y a une médiatisation incroyable, il y a une omniprésence partout, on parle que de ça. Donc, c'est des facteurs, de mon point de vue, qui ont fait que, en très très peu de temps, on a eu un basculement de nos vies. Et qu'est-ce qu'on peut tirer pour vous comme enseignement de ça pour tenter d'amoindrir les chocs qui arrivent, peut-être, de développer une genre de résilience? Mais on voit quand même, pardon, je reprends la parole, mais sinon vous me dites. Vas-y, Stéphanie. On voit en parallèle de tous ces petits effondrements que s'est développée une solidarité. Il y a des jeunes ou des voisins qui apportent des repas ou qui apportent les courses aux personnes âgées. Les profs ont fait énormément d'efforts pour faire les cours à distance ou les cours en tout cas par Internet. Les soignants qui sont applaudis à 20h. On voit, il y a des élans de solidarité, ça recrée du lien, les gens se promènent dans la rue et mine de rien, ils se parlent quand même. Donc, petit à petit, il y a des choses qui se recréent parce qu'en fait, dont on peut surtout voir, c'est que, alors qu'on est dans une société où tout le monde communique grâce à Internet avec des gens de l'autre côté de la planète, mais finalement, on ne connaît pas ses voisins, on ne connaît pas la communauté dans laquelle on est. Donc à mon avis, il n'y a que l'humain, l'être humain avec ses émotions, avec la solidarité, avec le sens de la communauté. Moi, j'ai vécu aux États-Unis, en Angleterre. Dans les pays anglo-saxons, le mot communauté, ça signifie vraiment quelque chose. Comment dire, il y a beaucoup d'actions dans les villes, dans les villages. Nous, les Français, on a une problématique, c'est-à-dire qu'on est dans l'État-providence. On pense toujours que l'État, en haut là, on doit penser pour tout le reste. Et qu'en fait, il va falloir inverser le truc, c'est-à-dire que ça ne peut plus être du top-down, il faut que ce soit du bottom-up. Et que ça, effectivement, et je pense une fois de plus, je vais me répéter, mais pour y arriver, il faut qu'il y ait un choc. Et là, on ira vers plus de solidarité, plus d'échanges, plus de local, plus de réparer sa voiture, comme disait tout à l'heure Anthony, etc. Et plus de cette société de consommation complètement folle qui n'a aucun sens. On va y aller progressivement, mais après plusieurs chocs, si j'essaie de résumer ta pensée. Anthony, ouais. Effectivement, en fait, c'est des phénomènes qu'on voit à l'œuvre depuis maintenant une grosse dizaine d'années, voire même plus. Tous les phénomènes de ZAD, tous les tiers-lieux, des initiatives en milieu rural, ce qui a pu être mené dans des éco-villages, les initiatives de transition, tout ça s'agglomère, tout ça se concatène, se met en synergie sur des emprises hyper locales et permet effectivement de recréer, de pérenniser des solidarités, d'en créer des nouvelles et de faire face, je dirais, dans l'urgence par rapport à des dynamiques qu'on sent s'effilocher et qui ne répondent plus à des besoins essentiels. Donc, face à ces nouveaux besoins
qui émergent, qui sont plus pris en charge par la collectivité. On s'autonomise, on se responsabilise, on se remet en lien et ça n'a que du positif de ce point de vue-là. Après, ce qu'on peut regretter, c'est que, de mon point de vue, il y a une forme d'archipélisation, comme le dit par exemple Damasio, de ces initiatives, mais il y a assez peu de liens entre elles, c'est-à-dire qu'il y a quand même une atomisation de la société dans l'hyperlocal, avec effectivement des communautés plus ou moins résilientes qui commencent à émerger, en tout cas des choses intéressantes qui voient le jour, mais ça fait pas société. Ça fait pas société, ça dessine pas un modèle viable pour l'ensemble des personnes et surtout, ça ne concerne qu'une minorité agissante et conscientisée qui reste encore très marginale par rapport je dirais, à une masse de population qui reste encore majoritairement dominée, formatée par des schémas que lui impose la pub et tout ce qu'on veut avoir en tête par ailleurs pour être conforme. Donc, on a aussi cette difficulté à généraliser, à influencer au-delà d'initiatives hyper locales qui certes apportent de l'espoir et des alternatives et des modèles différents qui donnent foi en ce qu'on a de meilleur en nous tous, mais qui en même temps ont énormément de problèmes à passer à l'échelle et à essaimer. Parce que là aussi, et je l'ai vécu à Bordeaux, et tu le sais, Grégory, mais c'est juste un exemple parmi tant d'autres, à partir du moment où ces initiatives menacent le pouvoir en place pour plein de raisons différentes, que ce soit politique ou que ça montre tout simplement symboliquement qu'on peut faire autrement, ou alors que ça fédère des oppositions, ou ainsi de suite, eh bien, on a des oppositions, une forme de violence institutionnelle, un traitement administratif extraordinairement pointilleux qui vient freiner, qui vient empêcher, qui vient nuire, qui vient décrédibiliser. Donc, je trouve que là aussi, c'est ce qui, je reboucle un peu avec ce que je disais au départ, comment on arrive à un moment donné à légitimer ces nouvelles formes d'action par rapport à un système dominant qui fait tout pour les marginaliser et les stigmatiser, malgré l'espoir qu'elles apportent à un nombre de plus en plus important de citoyens qui s'y retrouvent et qui ont envie d'en être. Voilà. Là, je crois qu'on a aussi un nœud à défaire qui est vraiment pas évident. Pour moi, quand même, tout ce que tu dis là, enfin, je ne peux pas m'empêcher d'y voir une question de gens qui sont relativement privilégiés dans la société, quoi. Les éco-hameaux, les machins, ça, c'est 0,01%. Donc, je pense que si, là, je vais dans les questions aussi, qu'est-ce qu'il faut faire ou j'en sais rien. Bon, on peut avoir l'espoir de sauver sa gueule en essayant de faire un éco-hameau avec ses potes ingénieurs repentis, en imaginant survivre le temps que le monde se démerde pour inventer un autre système qui soit tenable. J'ai plutôt l'impression que ce qui va se jouer dans les mois qui vont venir, c'est comment justement on se bat pour un État-providence plus fort, quoi, un État social fort. C'est-à-dire, si on ne change pas les règles du jeu, là, actuellement, eh bien, tous les pays très endettés, toutes ces puissances occidentales dont la France fait partie, vont se retrouver dans quelques mois avec des plans d'austérité qui vont ressembler à ceux qu'a connu la Grèce il y a quelques années, quoi. C'est ça que ça signifie. Donc, face à ça, je ne crois pas que ce soit… Enfin, ceux qui peuvent acheter un éco-hameau, c'est sûr, ils auront peut-être plus de chances de s'en sortir. De toute façon, ça signifie qu'ils ont un capital culturel et financier bien au-delà des classes populaires ou de la majorité de la population. Sinon, dans cette casse sociale qui s'annonce, comment on se bat pour justement des droits sociaux plus forts, une répartition des richesses plus forte, donc politiser réellement l'écologie. Et pour autant, disant ça, comment on ne relance pas la machine dans une forme de consumérisme et de productivisme qui est aussi voué à l'échec, quoi. Donc j'ai l'impression que ça se joue pour moi à des échelles politiques effectivement hautes, quoi. Donc je ne sais pas si c'est les élections, le coup d'État, j'ai aucune idée de comment on change les politiques publiques au niveau national, mais j'ai plutôt l'impression que c'est là-haut que ça va se jouer et que les mouvements, enfin, les lois qui vont sortir ou les décrets pour remettre la France dans la croissance et les mouvements sociaux qui vont s'en suivre et les élections qui vont suivre, etc., vont être déterminantes. Donc je ne sais pas si le contexte change beaucoup la donne. Il le rend plus saillant. Voilà. Ouais. Plus cruel. Ah, je te suis. Hein. Je pense que je disais à peu près la même chose. Je ne pense pas que effectivement on puisse imaginer qu'un État comme la France ou d'autres puisse fonctionner sur le modèle des initiatives hyper locales
dont je parlais tout à l'heure et qui donnent un brin d'espoir, mais elles illustrent quand même des nouvelles façons de bosser, des nouvelles façons d'être ensemble, des solidarités nouvelles dont pourrait s'inspirer un nombre plus important d'organisations au niveau de la société. Mais ça remplace pas ce cadre général dont tu parlais tout à l'heure, qui malheureusement est aujourd'hui dans les mains de personnes qui servent des intérêts qui ne sont pas l'intérêt général. Donc effectivement, comment on fait à partir de là? Moi, j'avais énormément d'espoir dans la crise des gilets jaunes parce que justement, elle empruntait des voies qui n'avaient plus cours depuis un certain temps, celle de l'affrontement direct, celle de la prise de risque, celle des solidarités inhabituelles, des revendications fortes, des liens et des convergences entre des luttes. Et ça aurait dû nous enthousiasmer, on aurait dû être massivement derrière, parce qu'il y avait là le ferment d'une bascule qui aujourd'hui me semble éteinte et que le gouvernement a réussi à étouffer. Ils ont été très habiles pour le coup, mais effectivement, il faudrait réussir à recréer un tel mouvement, une telle fureur pour pouvoir, je pense, parvenir à renverser la donne. Sinon, ça sera du business as usual. Et la fureur a lié. Je pense que vraiment, là, il y a beaucoup de parties, de secteurs de la population où la colère gronde, que ce soit du côté des soignants, comme du côté des classes populaires, comme, à mon avis, tous les commerçants ou artisans qui ont dû voter pour Macron qui se sont abandonnés. Je pense que la colère, elle gronde et qu'elle est forte, quoi, qu'elle augmente et qu'elle est vraiment. Et comment? Espérons. Après, disons, est-ce qu'elle va trouver à s'incarner politiquement, tu vois, c'est ça? Est-ce qu'il y aura des débouchés politiques à ce truc-là, quoi? Et même là-dessus, sur des initiatives, je ne sais pas, ou la solidarité, comment se préparer? Moi, j'ai l'impression quand même que, en termes de sobriété, les gens qui vivent actuellement dans des HLM, dans les cités, sont déjà beaucoup plus formés et rodés à la sobriété alimentaire ou énergétique que moi ou beaucoup de gens avec des maisons en pierre à la campagne, etc., quoi. Donc, en fait, comment ce mode de vie-là, qui est déjà vécu par les classes populaires et qui est à mon avis notre avenir à tous, même si ça ne nous fait pas très envie, comment on lui donne un débouché politique qui ne soit pas ni le consumérisme d'un côté, augmenter le pouvoir d'achat, quoi, de tout le monde, ni de la casse sociale, la solidarité. Ben ouais, mais en fait, quand on a son chômage divisé par 2 ou sa retraite divisée par 2, ouais, c'est sûr, il va falloir inventer des solidarités nouvelles, mais je ne sais pas si c'est ça qu'il peut espérer. Bon. Laurent, Stéphanie, vous voulez rebondir? Moi, j'aimerais rebondir. Il s'est dit beaucoup de choses. Moi, je suis un libertaire dubitatif. J'aimerais bien, mais je peux point. Je ne suis pas du tout convaincu que le moment soit l'occasion de construire un monde nouveau, parce qu'on n'en aura pas les moyens. Je pense que déjà de mener un combat pour pas être pire que le pire, ça sera déjà une grande bataille. Que les instincts les pires, dont on a tous été... on a été formaté, je veux dire, c'est la civilisation de la cupidité, de l'individu, de l'égoïsme. Greed is good. Enfin, il faut relire les fondamentaux du capitalisme, quoi. C'est mon vice particulier fait la vertu de l'ensemble. Ma volonté, mon ambition. Dans un monde contraint, je vole une part aux autres. Dans un monde en expansion énergétique, je crée des opportunités pour les autres. Aux dépens, bien sûr, du capital naturel, mais ça, on n'en tient pas compte. Donc, on est tous là-dedans et il va falloir se désintoxiquer de cette pensée, se déformater, et ça va déjà être un combat en soi, dans un contexte où tout s'effiloche, tout part en quenille et on a de moins en moins de moyens. Donc, ça va être très, très compliqué. J'ai amené plein de livres, hein, donc je vais en conseiller un autre. J'ai un ami, là, Xavier Ricard Lanata, qui a sorti aux presses universitaires La tropicalisation du monde et qui explique que maintenant, une certaine élite qui a fait sa fortune dans la traite, dans le commerce triangulaire et qui a été à la naissance du capitalisme, a toujours gardé les habitudes de considérer le monde comme une ressource pour soi et qui maintenant maltraite les populations de métropole comme elle a traité les populations du tiers-monde, puisque de toute façon, maintenant, elle est assez nombreuse et assez répandue pour ne plus se sentir, ne plus avoir besoin
d'être au contact de même de la population alentour et de pouvoir maltraiter la population alentour. Donc le combat, il est là, à mon avis, il est déjà de rester dans le moins pire des scénarios. On va tous descendre. Comment faire admettre que le plus souhaitable, c'est pas une espèce de dystopie où les puissants restent dans leur puissance, descendent, mais descendent moins que les autres, et où on est dans des scénarios, moi je suis un grand lecteur de science-fiction, à la cyberpunk, où je sais pas, des villes sont complètement à la merci de multinationales, dont les propriétaires sont dans des satellites ou dans je ne sais quel paradis, et où tout le monde essaye de survivre, et où le moindre effort ne fait qu'enrichir ces gens-là aux dépens de tout le reste. Non, mais là, tu vois, par exemple, là, il parle de nationalisation, il parle de relocalisation, il parle d'annulation de dette. Donc, pour moi, ça bouge dans tous les sens. Ça va. Ouais, mais les leviers sont pas dans nos mains de petits. Les leviers sont majoritairement, on en a. On n'a qu'un poids pour nous, c'est notre masse. Et des élites peuvent faire changer des choses. On n'est pas obligé d'être une majorité. Il faut qu'il y ait une élite une élite, en ce sens, une minorité éclairée qui montre des alternatives que je ne sais pas définir. Hein. Je suis pas si éclairé que ça, mais qui déjà, si on déserte certaines choses, si on fait pas le jeu de certaines choses, si on refuse, comme on le voit, hein, la réalité sera le meilleur vecteur de changement. On va toujours s'adapter à la situation. Si les gens sont comme ils sont, c'est parce qu'ils sont formatés par une société qui est co-construite par tout le monde. Je veux dire, on se plaint de la pub, mais il y a des gens qui travaillent dans la pub. On se plaint du marketing, mais il y a des gens d'entre nous qui travaillent dans le marketing. Moi, j'ai travaillé 27 ans dans l'industrie, donc j'ai activement participé avec l'idée qu'il fallait rogner les dents de la machine. Oui, là où je suis passé, la machine était gaspillait moins. Mais tout ce qui était économisé par cette machine-là était consommé par une autre. Donc, c'était un peu dommage. Et le problème est en plus géostratégique. C'est-à-dire que quand bien même on aurait une solution franco-française plus vertueuse, je ne sais pas, de communalisme anarchiste bienveillant, où on arriverait à gérer, etc., il suffit qu'il y ait un pays avec un Napoléon ou un visionnaire psychopathique à sa tête, et lui, il rassemble, appelons-le Gengis Khan II, ou je ne sais quel nom que vous voulez lui donner, et on se retrouve en compétition avec cette organisation-là. Les Aztèques, les Mayas ont fait les frais dans le passé, quoi. Donc, le réel va nous talonner, va nous forcer au changement. Dans ce changement, moi, je vois ça comme marcher à flanc de... Vous savez, en montagne, il y a ces flancs de gravier. Et si vous faites un pas de travers, vous dérapez dans le gravier. Et si vous faites vraiment un pas de travers, vous pouvez même dégringoler toute la pente cul par-dessus tête. Eh ben, je vois vraiment comme notre boulot à tous, comme essayer d'emmener un maximum de monde dans la cordée, quasiment le premier et le dernier, de façon à ce qu'on dégringole pas tous la pente, parce que chaque pas de travers va nous faire descendre beaucoup plus bas qu'on aurait pu éviter de descendre. Je considère, moi, ma mission, pas de faire advenir un meilleur demain, mais vraiment le moins pire des demain. Voilà, c'est déjà une ambition qui me semble fabuleusement grande. C'est comme ça que je vois la chose. Je suis désolé de plomber l'ambiance, mais pour ça, il faut que chacun soit conscient que chaque pas qu'il fait contribue à quelque chose. Contribue à être prudent sur le chemin de pente qu'on est là en train de faire dans un truc qui est très casse-gueule où on risque de déraper, ou contribue à aller plus vite. On peut décider de descendre tout chousse, hein. On a tous les outils qu'il faut pour ça. Il n'y a pas longtemps, j'entendais c'est Paul Jorion qui disait, tiens, la première séance, que 0,1% de l'armement nucléaire suffit pour créer l'univers nucléaire qui nous éradique de la planète. Donc, on peut descendre tout chousse si on veut, hein. On a les moyens, on a ça. Et il suffit d'un vieillard à cheveux orangé qui dit j'ai bien compris, après moi il n'y en aura point d'autre, donc dernier geste de grandeur, j'appuie sur le bouton rouge et remerciez-moi, j'abrège vos souffrances, et c'est bon, quoi. C'est ça qu'on doit éviter. Et là, on a déjà esquissé, hein, les réseaux, la solidarité, l'entraide, le refus de la coopération des choses les plus horribles. On parlait d'être végétarien. Il y a des tas de combats à mener à la portée de chacun.
J'en profite, je lance une toute dernière question avant de passer aux questions. Est-ce que vous ne pensez pas que un des nœuds du problème, c'est alors l'argent, pas l'argent, la monnaie qu'on utilise aujourd'hui, ce système financier-là, et que si on essaie de créer un autre système des communautés, il faut partir sur d'autres monnaies, des monnaies libres, des monnaies complémentaires. Voilà, je lance ce sujet un petit peu de la monnaie, de l'argent qui structure quand même toutes nos sociétés, le politique, l'entreprise, et dont on a besoin tous tout le temps pour payer nos charges. Est-ce que c'est un gros sujet ou pas pour vous? Mais le problème financier est au cœur de toutes les autres problématiques. Pourquoi est-ce qu'on vend des médicaments qui font plus de mal que soigner? C'est parce que derrière, il y a des millions de milliards. Pourquoi est-ce que il y a des dérives dans toutes les industries? Je regardais Thinkerview, quelqu'un qui travaillait dans l'industrie agroalimentaire, mais c'est à vomir tellement c'est monstrueux de voir que les gens ne sont considérés que comme des consommateurs et plus comme des citoyens, pas comme, et c'est à nous de reprendre le pouvoir en étant ce que dit l'association iBoycott, consomme-acteur. Donc, en fait, à partir du moment où les gens sont dans le déni, à partir du moment où ils ont toujours les croyances de penser que c'est un chef d'État, que c'est je ne sais qui va prendre les décisions à sa place, on n'en est pas sorti parce qu'il y a énormément de contradictions. Regardez sur l'histoire du coronavirus. Je suis désolée, c'est à chaque fois que je parle à la voix. Sur l'histoire du coronavirus, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. On nous a dit, on ferme les écoles lundi matin. On nous a dit ce soir à minuit, on ferme les bistrots, les restaurants, les cafés, les cinémas, les je ne sais quoi. Mais par contre, demain, vous pouvez aller voter. Il y a, le chiffre, je ne l'ai peut-être pas exactement, c'est 20 millions de Français qui sont allés voter, ou 24 millions, c'est-à-dire en gros la moitié des électeurs. Alors, vous voyez bien qu'il y a deux camps, entre guillemets, des gens qui disent mais c'est pas cohérent, et puis des autres qui disent mais moi on m'a dit d'y aller, donc j'y vais. Parce que c'est sécurisé, parce qu'il y a des gants, parce qu'il y a des masques, parce qu'il y a des je sais pas quoi, du gel, enfin tout ce qu'on veut. Alors c'est-à-dire de faire cohabiter tout ça, c'est très très compliqué, parce que derrière ça veut dire qu'il faut s'éveiller. Moi je vous disais, personnellement j'ai pu m'éveiller parce que j'ai eu un choc, j'ai eu le choc de ma vie. Je n'aurais jamais pensé qu'aider les Français et aider à ramener une enveloppe d'à peu près 20 milliards d'euros, ça brise ma carrière. Ça fasse que je sois obligée de quitter Paris, que j'ai plus la garde de mes enfants, que je me trouve aux minima sociaux depuis 8 ans. Parce que le problème fondamental, on n'en a pas parlé là, c'est juste une chose, c'est que la loi n'est pas appliquée. Pourquoi est-ce qu'on est le pays qui avons le plus de lois, de règles et de règlements et que ces lois ne sont pas appliquées? C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans un état de droit. Je sais que vous allez recevoir David Cloutier, que je connais bien. David, il a écrit ce livre qui s'appelle « Une contestation française » et il explique quoi? Il explique surtout qu'en gros, il y a un code pénal pour monsieur, madame, tout le monde, et puis un code pénal épais comme ça, hein, pour ceux qui nous dirigent. Alors, on pourrait se demander pourquoi est-ce que les Français ne demandent pas simplement à ce que la loi soit appliquée à tous. Et en fait, vous vous rendez compte de quoi? Donc, je suis quand même obligée de citer des noms. On le voit avec M. Balkany, ma chienne. Il y a quelqu'un qui vient voir ma chienne, tiens, il dit, viens là. M. Balkany qui voulait se représenter alors qu'il est en prison. Monsieur Balkany, il y a la moitié des gens de Levallois qui sont prêts à revoter pour lui, alors que ça fait 30 ans qu'il y a des problèmes de corruption, etc., etc. Moi, c'était la même chose pour Monsieur Cahuzac, qui, comme je vous le rappelle, était notre ministre du budget, qui vous disait lutter contre la fraude fiscale et qui lui-même, avec ses comptes offshore chez UBS à Genève. Et c'est pareil quand il y a eu des micro-trottoirs à je ne sais plus où est-ce qu'il était dans le Gers, où était sa ville, Villeneuve-sur-Lot, pardon. Il y a la moitié des gens qui disaient mais c'est un maire fantastique, grâce à lui on a un super club de rugby. Donc en fait en France on s'entend très très bien avec la corruption passive, corruption active aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben oui, c'est très très compliqué parce que des gens comme nous on nous dit vous êtes des héros. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'est pas des héros, on est juste des gens qui voulons justement un monde meilleur à la fois pour vous tous, qui payaient beaucoup trop d'impôts alors qu'on sait que les élites, les plus riches n'en payent pas, que les multinationales n'en payent pas. On connaît le rôle des GAFA, ça fait des années que ça dure.
rien ne change. Ça fait 12 ans qu'on répète la même chose dans les médias. On montre la culpabilité, la complicité. Personne ne nous écoute. Personne. On a l'impression de prêcher dans le désert. Donc, comment on inverse le truc? Comment est-ce qu'on fait éveiller les consciences? Moi, je reviens à la même chose. On est inaudible tant que les médias les médias mainstream appartiennent à 10 milliardaires que moi j'ai connus dans ma vie précédente, et on ne s'en sort pas tant qu'on n'a pas une justice qui soit la justice du code pénal pour tout le monde. On a un nombre de députés, d'eurodéputés, de sénateurs, voire d'ex-présidents impressionnants mis en examen. C'est absolument catastrophique pour notre image internationale, mais c'est aussi révélateur de comment notre pays est géré. Comment est géré l'argent public? Où va cet argent? Ben oui, voilà, des gens comme moi, on dit, ben on sait. Moi, si j'ai ramené 20 milliards d'euros à l'État, ça veut dire que n'importe qui est capable de le faire. Je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel. Mais ça veut dire où est-ce qu'il est parti cet argent? Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas où il est? Pourquoi il n'a pas servi à, je ne sais pas, à ouvrir des écoles, à ouvrir des crèches, à le donner aux hôpitaux? On ne sait pas où est l'argent. Alors peut-être que le problème, c'est qu'on n'est pas assez actif. Quand en 2008, il y a eu ce problème en Islande. Les Islandais qui ont eu le problème d'une dette absolument énorme. Et puis, c'est arrivé au moment de la crise des subprimes aux États-Unis aussi, etc. etc. Les Islandais sont tous descendus dans la rue et ont dit, nous, on met les banquiers en prison, on limoge le gouvernement et on repart sur autre chose. Alors, on m'a beaucoup répondu, oui, mais vous ne vous rendez pas compte, Stéphanie, ils sont 300 000, nous on est 70 millions. Donc c'est plus compliqué à 70 millions. Moi j'aurais tendance à dire, on est plus nombreux, on devrait y arriver. Et puis, c'est pas parce que ça s'est réglé, ce problème, en 2008, que l'Islande est après passée comme ça dans un pays super, parce qu'il y a eu les Panama Papers en 2014, donc avec tous ces chefs d'État qu'on a retrouvés, et notamment le Premier ministre islandais, qui avait donc des comptes offshore au Panama. Et il a fait comme M. Cahuzac devant l'Assemblée. Il a dit, mais ni de près ni de loin, j'ai de comptes offshore, c'est pas vrai, Le lendemain, le peuple islandais était dans la rue, et puis il a été limogé. Donc, il y a quand même aussi une histoire de culture. Nous, la France, on est en permanence en manifestation, mais c'est vrai qu'étonnamment, on n'est pas capable d'être 70 millions pour lutter contre cette finance. Tiens, d'ailleurs, il y a un livre super à lire de M. Guéraud, je ne sais pas si vous le connaissez, Le nouveau capitalisme criminel, qui est un monsieur qui écrit plusieurs livres à ce sujet-là et qui explique que cette finance est prédatrice. Donc, pour répondre à la question de Grégory, il faut absolument changer ce système financier parce que plus ça va, plus on en découvre. Après UBS, vous avez eu les SwissLeaks, les LuxLeaks, les Panama Papers, les Paradise Papers, les Dubai Papers, les Football Leaks. Est-ce que les Football Leaks, ça a vidé les stades de foot? Bien sûr que non. Moi, j'étais complètement naïf de dire, mais oui, ils n'ont pas envie. Parce que, qu'est-ce que c'est? Le seul plaisir que les gens ont, c'est d'aller voir un match de foot avec des copains. Stéphanie, il faut que je te coupe, je suis désolé. Parce qu'on va essayer de passer aux questions des gens pour respecter le timing. Voilà, comme on fait chez les bobos écolos. Ouais, bien sûr, on pourrait écouter des heures, c'est passionnant. On va… Pierre, tu… Ouais, j'ai noté les questions qui ont été posées dans le module sur la droite, donc je vais essayer de vous les poser un petit peu. Il y en a certaines qui sont sur les mêmes sujets, donc je vais les poser parfois par paquet. Alors, on a une question sur comment sensibiliser les autres classes sociales, celles qui sont moins aguerries, moins concernées, car trop occupées à consommer. Comment les inviter à passer à l'action? Alors moi, je veux bien répondre à ça. Allez, vas-y, une question chacun. À toi de jouer. Ok. Moi, je pense que les gens dont on pense qu'ils ne font que consommer, en fait, ils ont une empreinte écologique largement inférieure à tous ceux qui leur font la morale. Voilà. En fait, quand on vit dans un HLM et qu'on vit les uns sur les autres, et qu'on a un nombre de mètres carrés largement inférieur à tous ces bobos qui vivent en terre-paille, je peux te dire qu'on sait faire dans la sobriété. Quand on va faire ses courses à Lidl en prenant le bas des rayons et pas le milieu des rayons de Carrefour, on sait faire.
aussi dans la sobriété alimentaire, quoi. Donc, je ne crois pas que la question, il s'agisse de convaincre qui que ce soit de passer en je ne sais pas quoi. Les gens les plus pauvres ont de toute manière une empreinte largement inférieure. Elle n'est pas là la question de se considérer avec une éthique supérieure en ayant un revenu 3 ou 4 fois supérieur n'a aucun sens, quoi. On ne se rend pas compte. Je dis ça aussi, peut-être que j'ai grandi dans les cités, donc je suis peut-être particulièrement sensible à ces questions-là. Mon père était gardien d'immeuble et ma mère femme de ménage. Je connais bien ce mode de vie. Et mon père, il habite toujours dans cet appartement de fonction de gardien d'immeuble, quoi. Donc, je trouve ça juste délirant de le voir comme ça. C'est vraiment du mépris de classe. Voilà, je suis désolé, je ne sais pas qui a posé la question, mais voilà ce que j'ai envie d'y répondre. Non, c'était pas tellement sur l'empreinte des gens, c'était comment les sensibiliser. Les sensibiliser alors à quoi, en effet? Ils sont très sensibles déjà au fait de vivre avec peu, hein, beaucoup plus que nous. Hein. Ouais. Moi, je vais dire, moi, je prends le train pour aller faire des conférences. Hein. Mes parents, ils trouvent ça, ils comprennent même pas que c'est possible de prendre le train pour aller discuter pendant 2 heures, quoi. Ça fait aucun sens, quoi. Ouais, mais ton hélico, tu laisses au jardin, du coup. Ouais, voilà, ça. Et je voulais rajouter, ça vaut au niveau mondial quand on nous parle de démographie. En nous pointant l'explosion démographique en Afrique, en nous pointant les populations les plus pauvres et en nous disant oh, regardez comme ils sont nombreux et combien ça pèse sur la consommation mondiale. On est 7 milliards, c'est beaucoup trop, imaginez quand on sera 10. Mais si on regarde bien les consommations, qui consomme quoi, on s'aperçoit en fait que c'est pas là où se fait la dévastation. On pourrait très bien être 10 milliards, il n'y aurait pas de souci. Hein. Si juste on éliminait le milliard de riches, l'écosystème Terre pourrait supporter sans problème 9 milliards de gens qui vivent comme en Inde. Ça se discute aussi. Mais en tout cas, la responsabilité est largement d'un certain côté. Et c'est bizarre que ceux qui pointent viennent de ce côté-là en général. Voilà. Ça dépend qui en est à toutes les échelles. Hein. Ouais, après, c'est la question. Je pense que sur ces constats qu'on est en train de formuler, reformuler et redire, on doit être tous en train de nous écouter avec finalement les mêmes conclusions. Je pense qu'on est assez en phase là-dessus. C'est des choses qu'on entend par ailleurs depuis maintenant longtemps. Mais la question effectivement de comment on fait, toujours pareil, pour niquer le système, là je vois effectivement quelqu'un qui dit ça, comment on fait pour être moins docile, comment on fait pour ne pas se laisser faire, comment on fait pour ne plus supporter ce que vient de décrire Stéphanie. On est tous à la fois révulsés et complices. Et on n'arrive pas à sortir de cette mécanique où finalement, même conscientisé, on parvient pas à, en tout cas ce que je considère, on n'arrive pas à exprimer ou à témoigner d'un courage suffisant pour se mettre, alors peut-être pas Stéphanie, vu ce qu'elle a raconté, mais à se mettre en danger physique pour lutter contre ce système-là, et on se satisfait souvent d'une certaine forme de bonne conscience, d'actions qui nous font penser qu'on est dans le juste, mais qui ont finalement des effets totalement limités sur un système général qui lui continue, s'amplifie, détruit toujours davantage au profit toujours des mêmes. Et on est là dans une forme de passivité qui, moi, me confond, mais dont je me sens également responsable. Hein. J'avoue qu'il y a une espèce de nœud là où j'ai l'impression qu'on se trouve sans cesse des bonnes excuses. Ça, c'est l'impression qu'on a parce qu'on a des aspirations et des ambitions, mais chaque fois que quelqu'un déserte, chaque fois que quelqu'un dit non à un mensonge, chaque fois que quelqu'un refuse de coopérer et qui ne pédale pas dans le système, il entrave le système. Et pour avoir discuté avec des gens très très haut placés, des présidents de compagnies internationales ou des multinationales, ces gens-là sont complètement conscients que le système est en train de dérailler. Et ils ne sont pas forcément eux-mêmes dans une approche machiavélique ou cynique du sujet. Eux-mêmes se désolent de voir combien la machine... Alors, ils ne se remettent pas en cause personnellement en se disant si moi j'arrêtais de pédaler parce que j'aurais pu avoir ma voiture de fonction et mon appartement de 150 mètres carrés dans Paris, mais ils ont conscience que la machine échappe à beaucoup. Et que même un président d'une multinationale n'est que le larbin d'autres personnes, c'est ce que j'appelle moi les pharaons, hein, des gens qui sont largement au-delà des réalités. Quand on voit que 40 personnes possèdent l'équivalent des 4 milliards d'êtres humains les plus pauvres de la Terre, c'est pas du tout la même échelle.
Alexandre Solzhenitsyn disait face au soviétisme, il faut sortir de la salle à chaque fois qu'on entend un mensonge. Ça, c'est à notre portée. À chaque fois qu'on peut, il faut sortir de ça. Ne pas fermer les yeux, ne pas détourner la tête. Ça, on ne fera pas de révolution. La réalité va nous changer et va casser le système. Et à chaque fois que le système va être cassé, il va se créer une brèche. À chaque fois, des gens vont tomber et à chaque fois, des gens vont prendre conscience. Moi, j'ai assez confiance que les gens vont réaliser, contraints par la réalité, et qu'on aura beau hurler, ça servira à rien tant que les gens ne seront pas confrontés à une réalité et qui les obligera à changer leur mode de pensée. Nos comportements sont le fruit des structures dans lesquelles on est. S'il y a un petit bonhomme vert qui dit « vous pouvez traverser », on traverse. S'il y a une dame qui fait un arrêt cardiaque de l'autre côté du trottoir, le petit bonhomme, il peut être vert ou rouge, on va traverser parce qu'une force va nous faire traverser. Donc c'est la situation qui décide de nos comportements. Il va y avoir des brèches, et ça va être des tentatives pour les deux bords, soit de raffermir le contrôle, c'est ce qu'on doit éviter, soit pour sortir et faire que le système change. Et comme quelqu'un qui est ligoté, qui ne peut rien aujourd'hui, au fur et à mesure que les choses vont évoluer, il va y avoir des possibilités de desserrer la maille et de faire des choses. Et là, des gens comme nous, mais comme bien d'autres, et des gens beaucoup plus illustres que nous, peuvent aider les gens à prendre conscience, un, qu'ils sont libérés, et que deux, quand ils jouent des épaules, ils font un peu plus de desserrement. Et si déjà on arrivait à faire ça, ça serait déjà énorme. Parce qu'il y a toute une machine de guerre qui est là et qui fait des nœuds, et qui fait des nœuds, et qui fait des nœuds. Si on ne veut pas finir dans des merveilleuses latifundia en permaculture qui seront rachetés des pionniers qui aujourd'hui ont investi dans des fermes, etc., et qui demain seront rachetés par des gens comme, je sais pas moi, Bernard Arnault couplé au CTLM, qui diront, bah, écoutez, monsieur, vous avez des dettes, vous ne pouvez pas les payer, donc vous allez venir travailler en permaculture, on va vous former à la permaculture et on va payer l'éducation de vos enfants parce qu'il y aura besoin d'ouvriers agricoles. Et vous, monsieur, vous ne pouviez pas payer vos traites avec lesquelles vous avez acheté votre ferme en permaculture, on va vous prendre comme contremaître, comme métayer de votre propre ferme. Ben, on aura la fin de l'Empire romain. C'est exactement ça qui s'est passé à la fin de l'Empire romain. Les gens étaient des petits producteurs, ils payaient plus d'impôts que les gros producteurs, ils vendaient leurs gosses comme esclaves, ils se vendaient eux-mêmes comme esclaves, ils vendaient leurs terres et ils finissaient esclaves sur leurs anciennes terres à travailler la terre que leurs ancêtres avaient travaillée pour le compte d'un gros propriétaire. Les pestes justiniennes ont mis tout le monde d'accord. Là, il y a une peste justinienne qui arrive et qui va mettre tout le monde d'accord, il s'appelle réchauffement climatique. Donc on a le choix, se laisser faire, ou bien essayer d'aller vers les moins pires j'insiste, le moins pire des avenirs, et essayer de négocier des choses, et par la force s'il faut, négocier, pour créer des possibles. Mais je pense que là, en partie, toutes les initiatives dont on parle là, elles ont un avenir, comment dire, les gens y consomment. Moi, j'ai monté une AMAP tout seul avec une association il y a 15 ans, et il y avait juste en face du local associatif un hard discounter. J'ai pris les mêmes légumes, enfin les mêmes, on s'entend, les mêmes variétés, les mêmes poids, et j'ai pesé et j'ai regardé combien ça coûtait dans le hard discounter. Ça coûtait exactement 2 fois moins cher les légumes qui venaient du hard discounter qui avait pris l'avion plutôt que la MAP où le producteur habitait à 3 km en traction animale. Ça, c'est les lois, c'est le libéralisme qui subventionne les machins d'Espagne et tout ça, qui font que j'étais à Brest et que les fraises de Plougastel coûtent plus cher que les fraises d'Espagne. C'est délirant. Donc les gens, bah oui, ils prennent des fraises d'Espagne. Mais il suffit que les fraises de Plougastel passent en dessous des fraises d'Espagne, et ce serait logique, pour que d'un coup, tout le monde achète des fraises de Plougastel, en tout cas à Brest. Et donc là, une fois que les produits du capitalisme mondialisé coûteront plus cher que la production locale, et peut-être on s'en approche de ce moment de rupture, alors les gens vont se précipiter dans des AMAP, évidemment. Donc tout ce qu'on porte un peu dans le désert depuis 10, 15 ou 20 ans risque de devenir des solutions qui vont d'un coup faire basculer un grand nombre dedans, quoi. Donc j'ai l'impression que d'un côté, on pourrait entendre un côté défaitiste. Moi j'ai aussi l'impression qu'au milieu de tous ces changements, il y aura aussi une capacité pour nous tous, acteurs de l'écologie, là, de diffuser massivement des initiatives qui vont maintenant intéresser une part de plus en plus grande de la population. J'en suis quand même convaincu, quoi. Pour moi, le danger là-dedans, c'est comment on garde une forme d'humanisme là-dedans, comment on fait pour que ces AMAP ne soient pas que pour nous et nos potes ingénieurs repentis, mais qu'elles intègrent aussi
bah, tout le monde, quoi. Sans quoi on va monter des fragments de la population des uns contre les autres. Et oui, là, il y a des risques de montée de régimes autoritaires. Et c'est vrai qu'en ce moment, bah, je me dis que les gens ils doivent hésiter entre le FN, qui est donc propose un truc autoritaire, Mélenchon, que certains disent que ça pourrait être aussi un peu autoritaire, et des écolos, dont je vois là, même dans les questions, il y en a pas mal qui se demandent si, en fait, un régime écolo-autoritaire, ce ne serait pas la meilleure réponse. Bon, bah, sauver le climat, sauver les droits, j'en sais rien. Moi, j'ai l'impression que si on veut y compris sauver le climat, il faut d'abord sauver nos droits à nous, que des peuples maltraités sont maltraitants, quoi. Ça ne va pas marcher. Et que là, il y a une impasse à préférer des régimes autoritaires et déshumanisants, même pour des catégories de la population. Est-ce qu'on va réagir s'ils font des camps ou s'ils expulsent tous les Arabes pour faire du boulot pour les Français? C'est peut-être ça, en fait, aussi, les problèmes des années à venir. Voilà. Il y a déjà des camps. Hein. Ouais. Je parle pour les Arabes français, en fait. Ah ouais. Pas ceux que les fachos appellent les Arabes. Je voulais vous poser une autre question parce qu'il y a eu plusieurs questions au niveau politique et il y en a une qui est revenue plusieurs fois. Donc, tu as répondu un petit peu sur l'histoire des régimes autoritaires. L'autre question, c'était, alors je vous la lis telle quelle, si nous avons besoin de l'échelle politique nationale pour avancer, mais qu'elle est contre nous, comment recréer un autre État en les dépassant eux? Donc, voilà, si vous voulez réagir là-dessus. Redis alors. Si nous avons besoin de l'échelle politique nationale pour avancer, mais qu'elle est contre nous, comment recréer un autre État en les dépassant eux? Moi, je peux répondre. Donc là, c'est même pas se rallier à un régime existant, c'est carrément recréer quelque chose. Alors, bah, disons qu'aujourd'hui, on a aussi des initiatives dont tu parlais, je crois, Laurent, ou toi, Anthony, de municipalisme libertaire, qui sont autant de tentatives de s'affranchir justement de cet État de plus en plus autoritaire et injuste. Maintenant, elles font pas système, quoi. Je reviens toujours à ce dilemme-là, et elles concernent, comme disait Anthony, des gens qui sont effectivement plutôt bobos, repentis et de CSP+. Pour autant, elles intègrent parfois aussi des populations plus éloignées de ces logiques-là, et elles commencent à leur petit niveau à faire système. Maintenant, ça reste extraordinairement local. Donc moi, j'ai pas de réponse à ça, j'en sais rien. Mais je vois un peu on va dire, de réponse ou d'alternative. Moi, je condamne rien d'avance. J'utilise tous les leviers et je vous rappelle, par exemple, aux élections européennes, il y avait Dominique Bourg qui conduisait une liste effondriste, ouvertement effondriste. Regardez les débats quand il est passé à la télé. J'ai soutenu Dominique Bourg puisque j'étais sur la liste en position 33, largement non éligible. Il n'a d'ailleurs pas été élu puisqu'on a fait 1,48 points à l'élection. Mais c'était de nombreuses personnes qui ont voté pour et qui, à mon avis, vu le discours, ça ne devait pas être par accident. Donc, il y a quelque chose. Et plus la réalité va forcer le pied dans la porte, et plus les gens vont se rendre compte. Il faut qu'à chaque étape, on soit prêt à actionner les leviers qu'on peut atteindre, qu'ils soient individuels ou collectifs. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Il faut constamment scanner la réalité du moment pour dire là on peut agir et là on peut agir. Ne pas laisser passer les occasions. Dominique Bourg qui sera avec nous, excuse-moi, le 8 mai à 18h en direct, comme on l'est ici. On prend peut-être une dernière question et ensuite on conclut. Ouais, alors on avait une question un peu pour ouvrir sur les récits. Donc c'est Anne qui l'a posée, je vous la lis. Les Indiens, les Africains ne rêvent que d'avoir accès aux mêmes standards que nous, et on peut les comprendre. Comment pouvons-nous partager au niveau mondial un récit, un avenir partagé plus sobre? Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, ça m'inspire qu'il y a effectivement plein de pays où ils ont besoin de croissance. C'est vrai, et c'est pas c'est comme ça, ils iront mieux et le monde ira mieux aussi si ils continuent à pouvoir se développer. Donc, comment on fait pour accepter que dans le monde, il y ait certaines économies, certains pays, certaines populations qui puissent encore se développer, avoir de la croissance, ça s'appelle en économie, et d'autres qui doivent se serrer la ceinture. Et s'il faut un récit, comment dire, plus sobre de l'avenir, on pourrait très bien viser une certaine. Il y a donc Jean-Marc Jancovici parle d'esclaves énergétiques.
dans les 22 qui restent, je pense que tout le monde connaît, mais donc on pourrait dire que toute l'énergie dont on bénéficie, si c'était les esclaves qui la faisaient, combien en aurions-nous chacun à notre service? Et on pourrait viser une moyenne qui serait la même à peu près partout sur la planète. Et donc, si on voulait que un Marocain en ce moment, il a à peu près 30 esclaves énergétiques à son service. Bon, ben, on pourrait viser ça à peu près comme moyenne mondiale, en fait. C'est-à-dire de la limitation, quoi, de la limitation pour les pays riches et au contraire de faciliter le développement des pays qui en ont besoin, quoi. Et donc, on pourrait très bien avoir une politique globale, mondiale, qui amènerait chaque population à avoir en moyenne 30 esclaves à son service. Parce qu'il y avait des calculs qui montraient que c'était à peu près jouable en empreinte. Après, bon, c'est compliqué tout ça, mais pour le dire en 2 phrases là, voilà ce que ça me donnera envie de répondre. Merci Anthony. Je ne sais pas si ça va au niveau de la connexion, parce que moi j'ai les vidéos qui se sont désactivées sur pas mal de personnes. Merci beaucoup. On va essayer. Ouais, pardon Pierre, Grégory. Non, tu peux finir. Je ne sais pas si quelqu'un voulait ajouter quelque chose sur les récits. C'était aussi peut-être la question était tournée dans le sens comment faire en sorte qu'au lieu de rêver de plus de technologie, de plus de confort, on puisse construire un imaginaire commun un petit peu qui soit plus sobre. Ouais. Moi, j'en ai un peu marre de cette histoire de récit parce que là aussi, c'est une forme de pensée magique où on pense que parce qu'on va forger ce récit, en l'occurrence ici mondial, donc autant c'est encore un rêve encore plus fou et donc parallèlement assez inaccessible, on va résoudre nos problèmes. Je pense qu'à un moment donné, Laurent le disait tout à l'heure, nécessité fera loi, quoi. Et on est en train aujourd'hui de taper des murs, de taper des limites, et ça sera de plus en plus le cas. Et on s'organisera et on s'adaptera. Et je pense pas qu'un récit soit suffisamment puissant pour, dans le court moyen terme, nous permettre de faire les révolutions mentales dont on a besoin ou dont on aurait besoin. Donc moi, je pense qu'on a par contre des vraies facultés d'adaptation et de résilience. On voit bien aujourd'hui que des choses qui nous paraissaient impensables hier, voilà, on fait avec, on se démerde. Il y a des tissus de solidarité qui prennent vie, on modère nos consommations, on se démerde autrement. Eh bien, à une échelle encore pire, eh bien, on trouvera une partie des solutions et ça nivellera probablement ces inégalités et ces injustices que Anthony dénonce à juste titre, parce qu'elles seront juste insoutenables et tellement indécentes au vu du niveau de vie des masses qu'elles se réguleront d'elles-mêmes par la nécessité. Donc j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien, quelque part, ou l'inverse, un bien pour un mal, puisqu'on va être confronté à des exigences qui vont s'imposer à nous et qui vont nous forcer à rentrer dans des modèles beaucoup plus sobres, résilients, solidaires, parce qu'on n'aura pas le choix. Merci Jean-Marc. J'en profite pour te demander un livre, un documentaire, une série, un film que tu recommanderais aux gens pendant le confinement et une mesure prioritaire à adopter après le confinement. Alors très vite, le bouquin, vous l'avez tous lu, il faut le relire. Jack London, Martin Eden. Voilà, donc ça dit tout de la domination du mépris de classe et de tout ce qu'on a dit aujourd'hui à propos justement de ces injustices et ces inégalités qui aujourd'hui sont la matrice du système. Donc je pense que ce bouquin, il est merveilleux et moi je le relis régulièrement et je le trouve extraordinaire. Donc ce bouquin et puis une action, devenir antispéciste et ne plus bouffer ni aucune chair animale ni dérivés de l'industrie ou de l'élevage paysan ou de la petite pêche côtière. Puisque la souffrance animale est la même et le couteau bio est le même que le couteau non bio et qu'aujourd'hui on a, du moins dans les pays occidentaux, plus aucune justification à infliger autant de souffrance et de cruauté puisque nutritionnellement on n'en a plus besoin. Et je passe la parole à Stéphanie. Stéphanie, quelle est l'œuvre que tu recommandes en confinement et la principale mesure, la principale chose concrète à faire en déconfinement? Alors, je vais vous parler de Wikileaks 2 secondes parce que tout à l'heure, tu as expliqué que mon livre a été préfacé par Assange et la réflexion, chose sur laquelle
des années, c'est le rôle de la presse, une presse libre, une presse indépendante, une presse qui justement n'est pas un office de communication. Donc Wikileaks pendant le confinement, puisque ce confinement est quasiment international, met tous ces films gratuits à disposition sur leur site. Alors si c'est pas sur leur site, il faut aller sur Internet et vous cherchez films Wikileaks. Pour certains, ils sont sous-titrés. Donc comme vous connaissez la responsabilité de nos États dans les prises de décision contre le vivant, je ne sais pas comment le dire autrement, ça peut vous apporter des réponses avec la génération notamment, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais il y a la génération Y et la génération Z là, qui poussent derrière. Il y a quelqu'un qui me disait il y a 3 ans à Paris, quelqu'un qui travaille à San Francisco, qui me disait mais maintenant à San Francisco, on ne peut plus embaucher un jeune de 20 ans sans qu'il nous dise ok, le salaire c'est super, mais à côté de ça, qu'est-ce qu'elle fait la boîte au niveau international, dans quelle cause elle est engagée. Donc, on sent quand même qu'il y a la génération derrière qui pousse et eux, oui, forcément, sont intéressés par l'information et pas la communication. Donc, voilà, les films de Wikileaks. Ça marche. Et ta mesure principale, la plus importante, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on transforme? Qu'est-ce qu'on fait qu'on ne faisait pas ou qu'on arrête quand on sort à la Libération? Une chose. Moi, je pense qu'il y a une chose à laquelle il faut réfléchir, c'est l'éthique. C'est un mot qui n'est jamais cité ou quasiment pas. On n'en parle pas, je ne sais pas, soit c'est parce que c'est tabou, soit c'est parce que c'est culturel. Mais l'éthique dans nos rapports, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient au quotidien, voilà, nos États, l'éthique de nos gouvernants, l'éthique des multinationales et tout le reste, on peut en parler pendant des heures. Donc, que chacun individuellement et que nous, collectivement, on se pose tous la question de nos actions. Est-ce qu'on a des actions éthiques? Voilà. D'accord. Très bien. Laurent? Oui, j'ai placé quelques ouvrages un peu sérieux. Alors, je vais vous montrer moi ce que je vous conseille. J'ai ça dans ma bibliothèque. Donc, c'est The Big Short. C'est l'explication de la crise des subprimes d'une façon mi-documentaire, mi-film, avec des gens comme Christian Bale, Ryan Gosling et Brad Pitt. Donc, des grosses pointures. Il manque juste un détail à ce film, c'est la cause première de pourquoi tout le monde arrête de payer en même temps ses crédits. Hein. C'est bien sûr la hausse du prix du pétrole, mais ça, c'est un angle aveugle des Américains. Mais sinon, on a tout, hein. La corruption endémique et consubstantielle au système. Tout est parfaitement expliqué. Donc, par là, je voulais rendre hommage à Stéphanie et à son acte. Et dans cette lignée-là, moi, mon conseil qui rejoint l'éthique, je voulais vous lire une citation du film Excalibur, excellent film de 1981, où Arthur demande quelle est la plus grande vertu du chevalier à la table ronde. Et après quelques tergiversations, Merlin lui répond quand un homme ment, c'est une part de notre monde qui l'assassine. Donc à chaque fois qu'on a le mensonge en face de nous, et le mensonge est partout, il est dans la communication du gouvernement sur les masques, il est sur le fait que je sais pas, le tableau de production de notre marché atteindra en 2050 cette hauteur. Je suis souvent resté dans des réunions où on m'expliquait ça et où je me suis tu. Eh bien, voilà, il ne faut pas tolérer le mensonge. C'est le mensonge qui nous tue. On n'est plus à la phase du déni. Je crois que c'est dépassé et que le Covid-19 va avoir dessillé les yeux de la majorité des gens. L'étape suivante, ça va être le mensonge actif, forcé, s'il faut à coup de matraque. On n'est pas obligé d'accepter le mensonge. On peut faire un pas en arrière et dire je te laisse avec ton mensonge sans forcément avoir à prendre des risques incroyables. Si dans une réunion de n'importe laquelle, hein, que vous soyez postier ou que vous soyez chef d'entreprise ou n'importe quoi, vous dites ceci est faux, factuellement faux, des choses s'effondrent. On se lève et on quitte la salle. Exactement, tout à fait. Ok. Merci Laurent. Anthony, du coup, tu as la conclusion. Ok.
Eh ben moi, j'ai adoré la série qui s'appelle L'Effondrement, je crois, que c'est fait par le collectif de vidéastes parisiens qui s'appelle Les Parasites. Et donc, peut-être tout le monde connaît dans les 23 qui écoutent là, mais sinon, si les gens, vous ne connaissez pas, je trouve que c'est des plans séquences de 20 minutes. C'est très bien fait, c'est hyper puissant au niveau du scénario, quoi. Et après, je pense que même avec des gens qui n'ont jamais réfléchi à l'effondrement, c'est un mini thriller de 20 minutes. On peut vraiment avoir des discussions sur l'éthique. Je rejoins Stéphanie là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment ça qui est important aussi. Voilà. Donc la même chose en version intello-chiant, mais qui est quand même, c'est intéressant, Hannah Arendt, La banalité du mal. Parce que pour moi, c'est ça qui va jouer, hein. Voilà, je dirais ça. Et après, le truc qu'il faudrait faire après le confinement, là, dans les mois qui viennent, je dirais arrêter de juger d'autres modes de lutte que les siens. Alors. Et il y a Ben Assayag qui propose un concept qui est intéressant. Il dit qu'il faut arrêter avec l'idée de convergence des luttes ou trouver l'action qu'il faut faire. Il faut accepter l'idée de multitude des modes de lutte et que c'est justement parce que il y a plein de manières, plein de gens qui s'y prennent de différentes manières. Si plutôt on les laisse faire et qu'on s'occupe de nos ennemis plutôt que de juger les uns les autres, sans doute on s'en sortira mieux. Et on pourrait dire aller au premier acte des Gilets jaunes qui ne devrait pas tarder à revenir à l'automne, là ou peut-être même bien avant. On pourrait dire pas se tromper dans les votes qu'on va faire aux prochaines élections. On pourrait dire, donc suivant nos sensibilités en termes de mode d'action, de mode de lutte, légal, illégal, violent, pas violent. Donc je pense qu'il y aura besoin de toutes les énergies encore plus qu'avant. Ouais, on n'a plus le temps de se diviser, de tergiverser sur quelle est la meilleure manière de faire. Mais c'est pas une question d'urgence, c'est une question de stratégie. C'est-à-dire que, en fait, si on cherche une stratégie commune à tout le monde, on n'y arrivera pas et on se divise entre nous, en fait. Donc c'est même pas une question d'urgence, c'est une question vraiment de clarté stratégique. Voilà. Et tout ça avec de l'éthique. Ok, parfait. Merci beaucoup à vous tous. On est à peu près dans les temps. C'était très riche, c'était super. La vidéo sera en ligne demain ou après-demain. À très bientôt. Merci beaucoup à nos 4 participants, à nos 4 invités. Merci beaucoup aux gens qui étaient là en direct. Et portez-vous bien. Bonne fin de confinement et à très bientôt. Au revoir. Salut. Salut. À bientôt tout le monde. Ciao.